Bonjour Jean-Louis. Bonjour Carole. Je suis super heureuse d'être avec toi ici aujourd'hui pour converser au sein de cette exposition qui est la première exposition uniquement consacrée à tes portraits d'intérieur. Je sais que c'est un projet qui te tenait et qui te tient à cœur de les présenter là ensemble. Il y en a, on a accroché à peu près 300 tirages sur les 500 portraits que tu estimes avoir fait au cours d'une vingtaine d'années. Ce type de portraits, tu les as commencés il y a 35 ans, en 89. Mais dis-nous, c'est quoi un portrait d'intérieur pour toi ? L'idée du portrait d'intérieur, c'était de faire, en fait, de montrer les gens dans leur cadre familial, parler des gens, puisque je travaillais beaucoup sur la classe ouvrière et sur Saint-Étienne, qui est une ville ouvrière et qui a ce caractère-là ouvrier. Et donc, je voulais voir les gens chez eux. Et puis, en même temps, là, j'avais une commande sur l'architecture, donc ça devait répondre aux deux critères. Parler des espaces, de l'architecture, parler des objets, parler des relations à l'intérieur des familles et voir un petit peu comment on se comporte en face d'un étranger qui vient dans la maison. Et un étranger avec un appareil photo en plus. Donc ce projet, il est né suite à une commande. On connaît tes portraits d'ouvriers dans les usines, mais aussi les occupations de cette communauté à l'extérieur de l'usine. Donc, les jardins, les activités sportives. Et on connaît tes photographies d'architecture. Et donc, ces portraits d'intérieur, en fait, comment ils se situent parmi ces différents autres types de photographies ? Mon idée, c'était, en fait, au lieu de photographier des architectures et des maisons, je trouvais plus intéressant de photographier à l'intérieur comment les gens occupaient des espaces. Et on le voit tout au long du travail, et y compris quand les gens vivent dehors. Il y a une façon il y a une organisation du groupe familial qui est très significative. Et je crois que c'est... les photographies d'intérieur, elles parlent aussi de la culture ouvrière, elles parlent aussi de la culture. Et on voit bien qu'il y a des invariants, il y a des objets qui reviennent. Je pense que là déjà, elle commence à être datée, ça fait 30-35 ans, et plus on ira et plus ça sera significatif d'une époque. C'est un des aspects qui se révèle aussi avec l'accumulation. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un projet, ça parlait de Saint-Étienne, et puis quand j'ai commencé à me déplacer, je me suis rendu compte que si j'ajoutais les choses, et c'est pour ça que je voulais montrer tous les portraits, c'est que un sujet dit quelque chose, deux ensemble disent autre chose, mais l'ensemble parle du monde. Et de façon quand même très... Et ça parle, c'est très intime, c'est-à-dire que quand on regarde ça, on se sent impliqué, parce que chacun a un rapport à son intérieur et à sa famille, à sa maison, et donc on retrouve des choses qui nous parlent de nous-mêmes. Donc dans cette approche documentaire, c'est presque une étude sociologique que tu nous livres là, que tu avais envie de confronter à nos regards, parce qu'on parle des ouvriers, mais il n'y a pas que des familles ouvrières dans les portraits. En fait, la procédure très stricte et le fait que je prends rendez-vous avec les gens, que je ne suis pas du tout directif, c'est-à-dire que je leur dis que je viens les photographier, je viens dans une seule pièce, la pièce où ils me reçoivent, ils s'installent comme ils veulent, et comme on a pris rendez-vous, ils savent déjà comment ils vont s'installer, et moi je me mets simplement en face d'eux, je les photographie. Donc il y a un échange comme ça, et il se dit des choses, les gens disent des choses plus que moi j'en dis. Et d'une certaine façon, j'enregistre simplement. Et justement, quand on passe d'un milieu à l'autre, on voit que les codes changent, on voit que le type de famille change, on voit que les enfants ne se tiennent pas de la même façon. Enfin,
Et ça, c'est là qu'il y a aussi un travail qui est un peu ethnographique où on peut établir des comparaisons et on peut commencer à parler d'une société. Si on revient à la genèse du projet, à Saint-Étienne, à l'origine, en fait, c'est la ville de Saint-Étienne qui te passe une commande. L'université et l'école d'architecture, pour un livre. Cartes et plans. Cartes et plans. Donc c'est un livre qui décrit l'évolution de la ville à travers des cartes et des plans conservés aux archives municipales. Donc c'est une vision aussi, c'est une vision sur le papier, quoi. C'est pas une vision d'après l'expérience de se promener dans la ville, c'est que on regarde comment la ville se développe et on voit que telle année il y a eu tel quartier qui s'est construit, etc. Et donc on me demandait de documenter ça. Mais les architectes, évidemment, ce qui les intéressait, c'était les bâtiments. Et c'est là qu'il y a un conflit et qu'il y a toujours un conflit avec les architectes. En plus, par le fait que je ne fais pas de photo d'architecture, puisque la photo d'architecture, elle répond à un certain nombre de règles et de critères que je m'efforce de ne pas respecter. Donc on te demande de photographier un certain nombre de façades. Tu avais toute une liste en fait de bâtiments à photographier, c'est ça? Oui. Et au final, plutôt que de photographier l'extérieur, tu décides de rentrer dans les bâtiments et d'aller à la rencontre des Stéphanois. Voilà, parce qu'il y avait certains bâtiments, quand on me parle par exemple d'ateliers de passementier ou quand on me parle de magasins de tissus, de tissage, des entrepôts, ça me parlait parce que j'avais des amis qui étaient des artistes qui vivaient dans des espaces industriels comme ça. Et donc, j'avais la possibilité de rentrer. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça au lieu de photographier la façade de l'immeuble, je vais photographier l'appartement, l'atelier. Et donc, j'ai demandé à mes amis, et alors j'avais pris un petit carnet où je mettais les images en contact des premières photographies. Et ensuite, chaque fois que donc ces gens-là m'ont donné des noms et des adresses, et chaque fois que je voyais des gens, je leur montrais le travail et l'évolution du travail pour qu'ils s'attendent un petit peu à ce qui allait se passer. Et je leur disais que ça prend 5 minutes, c'est-à-dire que je viens tel jour à telle heure, ils sont prêts, ils savent déjà comment ils vont s'installer, j'arrive, je me mets en face d'eux, je fais ma photo et je m'en vais. Il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas... en fait, je leur demande de me donner leur image, de me donner l'image qu'ils ont construite. Et ensuite, je reviens, je leur donne une photo, donc je leur rends leur image. Et c'est à ce moment-là que... Alors, ils ont donné leur accord au départ, donc ils reviennent en général pas dessus, mais ils pourraient dire c'est pas bien, ou on n'aime pas, ou... Donc, il y a un échange complet entre nous. Et j'ai continué ce travail après. Chaque fois que j'avais un projet, j'introduisais dans le projet les intérieurs. C'est effectivement parce que pour cette première commande donc, de cartes et plans, en 89-90, suite à ça, donc, le livre paraît, et donc tu continues ce même protocole, comme tu dis, très simple et strict en même temps, où tu arrives donc chez les gens, tu mets ton Rolleiflex, parce que c'est un Rolleiflex que tu utilisais. Rolleiflex sur pied, oui. Voilà, sur pied. Et donc tu te mets au plus loin de ce que la pièce dans laquelle tu les photographies te permet, de manière à les photographier dans leur environnement, en fait. Oui, il faut qu'il y ait l'environnement. Et donc ça, tu reprends ce protocole-là quand tu vas au Mexique, quand tu vas à Strasbourg, à Porto, dans le quartier de Boussa, à Poitiers, et à Liévin également. Liévin, c'est en 1991, c'est à peine 2 ans après le début de cette manière de photographier. Et là, tu as un projet qui n'est pas que là-dessus, en fait. Donc, comment ces portraits s'intègrent par rapport au projet d'origine à Liévin? Le projet de Liévin, c'était une commande d'une association qui s'appelle ALIR, qui travaillait sur la lecture, et c'est dans le cadre du développement social des quartiers. Donc, en fait, c'était l'idée qu'il y avait derrière, c'était d'une certaine façon permettre aux gens de se retrouver
parce qu'ils n'avaient plus de travail, la mine avait disparu, leur identité avait été effacée. Donc c'était permettre aux gens, à travers la photographie, à travers des choses comme ça, à travers des paysages, à travers des images de crassiers, des images de puits de mine, des images de cimetières militaires, de relire leur histoire, relire l'histoire de la région, qui est une région qui a quand même beaucoup souffert entre la guerre de 14, les catastrophes minières, la destruction du paysage par tous les installations minières, les terrils, enfin, qui sont aussi quelque chose. Le terril, pour quelqu'un qui habite dans le pays minier, c'est un symbole fort. C'est-à-dire que si on disait on va les détruire, je pense qu'il y aurait un très fort mouvement pour ne pas les détruire, justement, parce que c'est la trace de l'histoire. Et donc, ce travail, il était un petit peu complexe, parce que j'ai fait et des portraits de gens dans un coron, et des photos de cimetières militaires. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé, les cimetières avec les croix alignées, comme ça, qu'on voit partout dans le paysage autour de Liévin. Donc c'était une histoire, essayer de composer quelque chose. Alors j'ai raté des choses parce que c'était la première fois que j'allais dans un territoire minier, dans un pays minier comme ça. J'ai raté tout ce qui était colombophilie, j'ai raté toutes les histoires les gens qui avaient des oiseaux, des choses comme ça. Bon, alors c'est pas un travail, d'une certaine façon, c'est pas un travail fini, mais c'est une approche vers quelque chose. Ça fait partie de ton approche documentaire qui a aussi une forme de regard critique sur la société, son évolution, l'évolution des villes et du monde industriel. En 1991, tu t'intéresses aussi à un autre sujet toujours lié à l'architecture, qui cette fois est l'architecture du Corbusier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet personnel que tu as mené, donc sur 2 unités d'habitation, en fait? Quel était ton but, ta recherche à ce moment-là? En fait, je m'intéressais à l'architecture après avoir travaillé à Saint-Étienne sur les intérieurs. Je m'intéressais à l'architecture parce que, en fait, à Saint-Étienne, il y avait beaucoup de constructions, beaucoup de contestations sur les projets municipaux de transformation de la ville. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture, et puis il y avait une unité d'habitation, le Corbusier, où j'allais très souvent parce que j'avais des amis. Il construisait des choses et c'était son architecture, peu importe comment les gens vivaient dedans, il disait que c'était pas son problème. Il parlait de machines à habiter. Et il parlait de machines à habiter. Et cette notion-là, je me suis dit, mais est-ce que les gens, ils vont accepter cette idée d'habiter dans une machine où on leur dit comment vivre et comment se déplacer, ou est-ce qu'ils vont essayer de contrer ça et de détruire finalement cette belle idée moderniste, un peu fascisante d'ailleurs, hein, ce projet-là, tous ces projets. Donc voilà, c'est... Et en allant, du coup, en choisissant 2 unités quasi identiques en termes de structure. C'est carrément identique. La seule différence, c'est qu'à Marseille, c'est du beau bois, c'est du chêne, les fenêtres. Il y a des planchers, les murs sont doublés. C'est mieux fini, mais c'est des copropriétés, et c'était à destination des bourgeois de la ville. Et Le Corbusier pensait... Le Corbusier, c'est quand même un architecte bourgeois, et ses plus belles réalisations, en fait, pour moi, ses plus belles réalisations, c'est ses maisons individuelles. Et ça, il sait très bien faire. C'est pareil, c'est le même concept, mais quand c'est une maison, c'est plus acceptable que quand c'est un ensemble, un immeuble. Et à Firminy, justement, c'est un HLM. Et là, avec des locataires. Oui, qui ne peuvent pas modifier les appartements, donc ils sont obligés d'avoir d'user de stratagèmes pour intégrer cette architecture, et puis beaucoup de familles immigrées dont c'est pas le mode de vie, qui savent pas forcément comment habiter dans un cube. Voilà. Alors il y a des choses qui marchent très bien, en particulier à Firminy, parce que le fait qu'il y ait des rues, les gens, justement ces populations-là, tous ces gens-là, vivaient avec les portes ouvertes. Et les enfants
sortaient de l'appartement et jouaient dans la rue. Et il y avait toujours une maman qui surveillait, qui allait voir ce que les enfants faisaient. Donc, ça créait une communauté aussi. Ce système-là créait une communauté entre les gens qui marchait très très bien et qui embêtait beaucoup la mairie d'ailleurs parce que ça créait les mouvements de contestation se développaient plus facilement dans ce cadre-là que dans la ville ou dans d'autres HLM, quoi. Où il y a en général dans les HLM, il y a deux appartements ou 4 appartements dans chaque cage d'escalier. Et donc là, en menant ce projet, enfin ces photographies et à Firminy et à Marseille, est-ce que tu as ton étude en fait, est-ce que tu es content est-ce que tu as trouvé réponse entre guillemets, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou pas? J'ai trouvé la réponse. Je trouve qu'il y a des positions assez claires chez les immigrés qui habitent dans ces appartements, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire rentrer leur culture là-dedans. Et il y a beaucoup de choses très basses, mais en même temps, et ça c'est un petit peu cette immigration des années 60 à 80, en même temps il y a une acceptation et une intégration, c'est-à-dire qu'ils intègrent aussi ce qui est complètement contre le Corbusier. Il y a le meuble Corbusier qui est le meuble de cuisine, et eux amènent un buffet. Et le buffet, c'est pas dans la culture. C'est pas dans leur culture, c'est dans la culture de la Loire, de la Haute-Loire. Donc, on voit bien qu'il y a l'effort d'intégration et puis il y a la résistance à l'architecture contemporaine ensemble dans l'appartement. Et puis ensuite, quand on va à Marseille, c'est des gens qui sont propriétaires et donc eux, ils contrent vraiment le Corbusier, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire en sorte qu'on ne voit plus la structure de l'appartement, où ils ouvrent entre 2 appartements, où ils cassent des cloisons. Enfin, et là, tu vois bien que le projet de Le Corbusier, il n'a pas non plus été respecté. Il est respecté dans un appartement peut-être, et il y a un appartement témoin qui est exactement comme c'était au départ. Et il y a les meubles Le Corbusier, il est exactement comme il était au début. Oui, ceux qui sont restés aussi très en l'état sont habités peut-être par des architectes ou des personnes qui en font aussi un certain manifeste. Ils sont dans cette lignée-là d'architecture. Tu parlais des habitants de cette interrogation de savoir si ces habitants vont trouver des stratagèmes, vont contrer en fait l'architecture imposée par Corbusier. Toi, au cours de tes commandes, tu as eu aussi cette pas habitude, mais cette tendance, on va dire, à contrer certaines commandes également, à les détourner. Ça a été le cas notamment à Blainville-sur-Orne, oui. Dans la cité Brandon, et également au Grand Ornu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en fait ce qui s'est passé chez l'un et l'autre? Ça, c'était en 2000 et 2002. Et là aussi, dans les 2 cas, tu as utilisé le noir et blanc et la couleur. Oui. Donc il y a une sorte de parallèle en fait que je fais là, mais je te laisse nous raconter un peu plus. Alors je vais peut-être commencer par les Brandons. C'est une commande d'un architecte qui devait, alors, entre guillemets, restructurer un quartier, c'est-à-dire raser toutes les maisons existantes et construire un nouveau quartier. Dans son discours, pour reloger les habitants originaux, mais en fait, pour loger pas la petite bourgeoisie, mais les employés, les classes moyennes de Caen. Alors donc, c'était les gens qui allaient vivre à la campagne dans des petits lotissements, avec le garage pour la voiture, et les gens des Brandons n'avaient pas de voiture. Donc, le garage, ils n'en avaient rien à faire. Et donc, quand je suis allé là-bas, avec cette commande, je suis allé pour photographier effectivement le projet. Il voulait avoir des traces de l'État avant qu'il commence son projet. Donc ça, c'était la cité Brandon à Blainville-sur-Orne. À Blainville-sur-Orne. Et en me promenant, je passais dans la rue, je faisais des photos d'extérieur, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir et puis qui m'a demandé ce que je faisais.
Et je lui ai dit, je fais un projet sur la cité des Brandons, c'est l'architecte qui a fait une commande, etc. Il a commencé à parler de l'architecte, à parler de projets qui allaient déloger, qu'ils avaient un comité de quartier, enfin bon. Et du coup, moi, j'ai un peu pris fait et cause pour eux. Et je me suis dit, ils ont raison, parce que c'était une cité du début du XXe, cité-jardin, avec des petites maisons, avec pas beaucoup de confort, mais avec un grand jardin, avec des relations entre voisins. Enfin, il y avait une communauté importante. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose avec eux. Et finalement, travailler contre l'architecte. Et j'ai fait ces portraits des gens, un petit peu. Il y a beaucoup de portraits. Hein. Il y a aussi des extérieurs. Il y a des gens qui n'habitaient plus là, mais qui avaient gardé la maison pour le jardin. Et donc, j'ai photographié en noir et blanc les gens chez eux, mais aussi, j'ai photographié par exemple, il y a une série de portails, parce que chacun avait modifié le portail. Donc, les portails sont tous différents. Il y a une série de portails. Il y a les jardins qui sont revenus à l'état sauvage, et où on voit un endroit, une prairie, et puis un rosier au milieu. Et donc, comment ça devient une friche. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout va être démoli, les habitants vont être chassés, on va construire quelque chose de nouveau, on va introduire de nouveaux habitants, et les gens qui sont là, comme ils sont vieux, de toute façon, ils vont finir à la maison de retraite. Hein. Voilà, une histoire triste. Et résultat, il y avait un écrivain qui était avec moi, qui travaillait aussi, et on s'est trouvé sur la même ligne. Dire que le projet c'est pas un bon projet, ça ne prenait pas en compte les gens, c'était pas respectueux, etc. Et donc lui a parlé avec les gens et a retranscrit leurs paroles de façon formidable. Et donc dans le livre, il y avait ces portraits, il y avait des maisons, des photos de maisons, des maisons abandonnées, des friches, et puis les textes sur les gens. Et donc l'architecte a distribué ça, et puis à la fin il y avait son petit projet. Il a distribué ça très très largement, jusqu'au moment où quelqu'un a dû lui dire que t'es quand même un petit peu foutre de diffuser ça, parce que ça donne vraiment une mauvaise idée de ton projet. Et du coup, il a tout bloqué, parce que il voulait me faire travailler encore sur un autre projet. Donc c'était. Et il avait rien compris. Et il comprenait pas pourquoi les gens protestaient, alors qu'ils pensaient faire quelque chose de formidable. Tu nous parlais de nous, les Brandons, comment ça s'était passé sur ce projet-là. Au Grand Ornu, on se retrouve un petit peu pas tout à fait dans la même configuration, mais en tout cas, toi, tu adoptes une même approche en photographiant des extérieurs en couleur et les portraits intérieurs en noir et blanc. Oui, pour le Grand Ornu, c'est une commande européenne sur les monuments réutilisés, enfin les ruines industrielles réutilisées pour de nouveaux usages. Donc dans ce cas-là, c'est un site minier qui a été récupéré pour faire un musée d'art contemporain. Donc le musée du Grand Ornu, qui existe maintenant, qui est construit, enfin. Et alors, l'idée, c'était de photographier l'installation du musée et le site, qui est un site absolument magnifique. Et ça, j'ai commencé à le faire en couleur, évidemment, parce qu'il y a la brique, parce qu'il y a des peintures à l'intérieur, il y a des sculptures. Enfin, et ça me paraissait juste de le faire en couleur, d'avoir ces paysages-là. Et puis, le directeur du musée a commencé à me parler des voisins, en parlant des gens qui habitaient dans le Coron. D'un air de dire, ouais, il y a les voisins, mais ils vont s'habituer à nous, enfin, quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, mais les voisins, c'est eux qui sont importants, en fait, dans cette histoire. C'est eux les habitants du lieu, c'est eux la mémoire du lieu.
et que le musée il vient se poser un petit peu comme ça, de façon autoritaire. C'est le pouvoir à nouveau le pouvoir contre le peuple. Voilà, ça c'était mon idée. Et je suis allé photographier les gens. Et les gens, je les ai photographiés comme d'habitude en noir et blanc, parce que je trouve que c'est important d'avoir cette distance-là. Ça a à voir aussi avec le portrait, la tradition du portrait, qui est une tradition du portrait en noir et blanc aussi, et le fait que on a un effort à faire pour lire l'image. On n'a pas des couleurs qui viennent, qui sont séduisantes, qui distraient. Donc j'ai fait les portraits de famille, donc des intérieurs en noir et blanc. Et puis quand j'ai commencé à faire, j'ai vu il y avait des fenêtres avec où les gens mettaient des objets ou qu'ils aimaient ou qui les représentaient ou quelque chose comme ça. Et ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que ce soit en couleur parce que par rapport, il y avait un lien avec la peinture. C'était de la culture populaire contre la culture savante, et c'était nécessaire de mettre de la couleur là aussi. Donc c'est ça, c'est un peu comment on passe d'une chose à l'autre. Comment dans le musée, tout ce qui est du musée, j'ai photographié en couleur à la chambre. Les intérieurs, c'est du noir et blanc au Rolleiflex, toujours sur pied, toujours en prenant du temps, mais c'est le changement d'appareil, ça change la façon de se tenir dans le monde, en fait. Et justement, par rapport à, tu parles du changement d'appareil et donc le choix du Rolleiflex et de la pellicule, la Tri-X aussi, il s'explique par rapport au fait que tu vas dans des intérieurs, donc tu viens avec ton simple appareil, on va dire, sans éclairage rajouté, tu es en lumière naturelle. Et justement, le choix du Rolleiflex, il est important pour toi par rapport à la rencontre et à l'interaction que tu peux avoir avec les gens, c'est ça? Oui. Le fait qu'il n'y ait pas de lumière additionnelle, parce que moi je considère que la lumière, chez les gens, c'est un meuble. C'est-à-dire qu'ils font leur lumière, ou pas. Il n'y a pas de lumière, mais quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, ou il n'y a que la lumière du jour qui rentre, mais ils mettent des lampes, ils mettent des lampes avec des abat-jours. Enfin, donc la lumière, c'est aussi un meuble, et moi, je n'interviens pas là-dessus. C'est-à-dire que si j'amène de l'éclairage, je vais changer complètement l'ambiance, et donc je prends la lumière qu'il y a. Le Rolleiflex, en fait, j'ai commencé à travailler avec le Rolleiflex à un moment où je me suis rendu compte que travailler avec un 24-36, par exemple, c'est extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'on tient l'appareil devant le visage, on a tendance à aller vers les gens, mais pas s'ouvrir aux gens. On a tendance à prendre le pouvoir sur les gens et on est caché. Alors qu'avec le Rolleiflex, on l'a sur le ventre, donc on est absolument visible et on regarde comme ça. Et quand il est sur pied, il est bas, et donc je suis au-dessus et je fais mon cadre, je fais ma mise au point, puis je lève la tête et je regarde les gens. Et donc on est à nouveau dans un rapport d'un homme à un homme ou un homme à des hommes et pas d'un homme à une machine. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est l'idée d'être en fait, et le fait d'avoir l'appareil comme ça, c'est finalement, c'est sur le ventre, et donc il y a ce côté de physique, quoi, qui est une position qui est, je crois que c'est important pour comment on se présente face aux gens. Et dans ce cas-là, donc tu utilises une pellicule qui a un grain assez fort, assez présent qui est assez sensible du coup. Oui, c'est la pellicule emblématique de la photographie, toute la photographie de reportage, toute la photographie entre les années 40 et aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Chaque fois que Kodak a voulu supprimer le Tri-X, ça a été levé de bouclier chez les photographes. Alors c'est un film qui est très sensible, enfin qui est sensible et qu'on peut pousser encore plus, qui supporte une surexposition de diaphragmes, 3 diaphragmes. Et donc le grain augmente un peu, mais pas beaucoup. Et alors si tu demandes à des photographes, ils vont dire que le Tri-X, il a un beau grain. Et il y a, je crois que dans les plugins Photoshop, là,
il y a un qui donne le grain tri-X. Et ça, c'est assez drôle que les gens soient restés fixés sur cet aspect-là. Alors moi, c'est pas cette idée, mais c'est un film qui est très souple. Et donc, on peut faire... il supporte des contrastes incroyables. On voit dans les images de Rotterdam, on a des... Enfin, en photographie, c'est impossible, normalement. Quelqu'un qui est en contre-jour devant une fenêtre, par temps ensoleillé, tu n'as pas d'image, tu as un fantôme. Et là, tu as quand même une image. On voit pas bien le visage des gens, mais on voit quand même. Ce sont plus que des silhouettes quand même, on les voit bien. Oui, on les voit. Et justement, par rapport à ces prises de vue, on sait que tu travailles souvent à l'économie, c'est-à-dire que tu fais seulement quelques images par séquence, en fait, par séance. Et donc là, sur l'ensemble, peut-être que pour une famille, tu fais quelques prises de vue, mais parce que tu es sur un temps long, c'est ça? Oui, c'est des pauses longues. C'est-à-dire que quand je vais dans une famille, je mets un film neuf dans l'appareil. C'est arrivé que je fasse 2 familles sur un film, ça c'était des cas exceptionnels, mais je mets un film neuf dans l'appareil, et donc j'ai 12 pauses dans un film, et le portrait doit être là-dedans, dans cela. C'est-à-dire que y a un petit peu des techniques aussi, par exemple, demander aux gens de cligner des yeux. Tu sais que quand ils ont cligné des yeux, tu as une demi-seconde tranquille. Donc, c'est essayer de saisir le moment où tout le monde est concentré. Donc, des fois, c'est la première photo. Hein. Et des fois, il y a quelques images, il y a 12 et il n'y a pas une. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a bougé. Voilà, donc, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose où je vais en faire tant qu'il en faut pour arriver à en avoir une. Et de toute façon, c'est toujours la même. Oui, c'est toujours la même. L'appareil ne bouge pas, le temps de pause est le même. Voilà. Je fais pas une un peu plus, une un peu moins pour voir laquelle va être bonne. Exact. Et c'est toujours dans la même pièce. En tout cas, la pièce choisie par les habitants, celle dans laquelle tu disais ils te reçoivent, c'est leur pièce à vivre aussi. Oui. En fait. Et je ne connais jamais, dans aucun appartement, sauf quand c'est des copains où j'ai pu voir une autre pièce, mais dans aucun appartement, je ne connais d'autres pièces que la pièce que j'ai photographiée. Là, la dernière série que l'on montre dans l'exposition, elle date de 2008. Ce sont les femmes de fer du Pays du Fer. Du Pays du Fer d'Hayange. Est-ce que tu as envie de continuer à faire des portraits d'intérieur là dans tes projets actuels? Oui, en fait dans mon projet sur Mulhouse, je voudrais bien en faire, mais en fait depuis le Covid, il y a eu une fermeture des gens et c'est devenu extrêmement difficile d'abord de rencontrer les gens parce qu'il n'y a plus de café, beaucoup moins de café qu'avant. Ça, c'est une réalité, en tout cas à Mulhouse, c'est une ville ouvrière. Et je suis arrivé à rentrer chez personne. Alors qu'avant, c'était très simple. Donc, il y a une espèce... Mais je crois que le confinement, tous les trucs, les papiers pour sortir, la contagion, il s'est passé quelque chose et les gens ne te laissent pas rentrer chez eux. Alors, je n'ai pas renoncé, hein. J'aimerais bien, et je pense que ça serait important que je le fasse, parce que il y a une classe ouvrière assez importante, assez diverse aussi, entre les gens qui travaillent en Suisse, entre les gens qui travaillent chez Peugeot, qui sont finalement les bourgeois de la classe ouvrière, hein, qui sont assez bien payés, qui sont assez respectés, quoi. Et puis il reste quelques ouvriers dans le tissage, il reste la métallurgie, donc ça serait bien, enfin pour moi ça serait important. C'est important de le faire. Donc c'est une des raisons pour laquelle, là dans l'accrochage, tu me disais que c'était important de montrer en fait des séries en soi, isolées d'une certaine manière, mais aussi de mélanger les autres et de laisser comme ça un accrochage presque non terminé
peut-être pour la suite, pour laisser penser que... Ah ben, de toute façon, il y aura de la suite, puisqu'il reste plein de photos déjà faites qui ne sont pas montrées. Et puis, là, cette idée d'accrocher comme ça, je trouve que ça enlève de la rigidité. C'est léger, en fait. Les photos sont légères, elles flottent. Et elles sont juste punaisées au mur. Juste punaisées, voilà. Et l'idée, elles ne sont pas très grandes. L'idée, c'est que les gens s'approchent et d'une certaine façon, par le regard, se les approprient. Et que comme c'est fragile, ils ont tendance à y faire attention. On rentre dans les intérieurs, oui, du coup. Oui. Et là aussi, le rapprochement des images fait que on peut y voir des différences, des similitudes. Mm-hmm. C'est un peu voilà, toute notre société qu'on a sous les yeux. Une curiosité des gens pour la façon dont les autres vivent. Mais c'est ça, c'est la façon dont les gens vivent. Ça raconte une histoire d'une époque. Merci Jean-Louis pour toutes ces explications autour de tes portraits d'intérieur. Là encore, on voit toute ta sensibilité et ton engagement politique, ton regard sur notre société. Merci beaucoup. Merci Carole.